Bonjour à tous et à toutes. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association d'aide aux personnes infertiles, les Cigognes de l'Espoir, dont le site internet est www.lescigognesdelespoir.com, tout attaché. Ce soir, nous vous proposons un webinaire intitulé Choisir, accueillir et raconter une conception avec don d'ovocytes. Ce webinaire sera animé par 3 spécialistes de l'accompagnement périconceptionnel. Bonjour mesdames. Je vous présente donc Estelle Métro. Bonjour. Marianne Barbier. Bonjour. Et Mathilde Muliez. Bonjour. Mesdames, vous recevez et suivez des personnes qui désirent enfanter à travers un parcours de PMA avec la contribution de tiers, donneurs de gamètes. Aux Cigognes de l'Espoir, nous connaissons bien Estelle, qui anime pour nous conférences et ateliers depuis des années. Mathilde et Marianne comptent également parmi nos partenaires. Ce que vous partagez avec les Cigognes de l'Espoir, mesdames, c'est ce désir d'accompagner les familles avec humanité et bienveillance dans leur cheminement autour du don de gamètes, avant, pendant et après la grossesse. Ce qui vous anime et vous relie toutes les trois, c'est l'esprit de recherche et l'engagement à proposer des outils concrets pour faciliter les choix et le récit autour de ces nouvelles façons de concevoir et de faire famille. Vous allez successivement évoquer ce soir comment choisir, comment accueillir et comment raconter la conception avec don d'ovocytes. Bienvenue aux participants qui viennent de nous rejoindre. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et échanger avec Estelle, Marianne et Mathilde en fin de conférence. Les réponses aux questions seront également données en fin de conférence. Mesdames, la parole est à vous. Merci Philippe, merci à toi et à toute l'équipe des Cigognes pour cet accueil et bonsoir à tous. Alors, quelques mots de qui je suis et d'où je parle. Je suis donc Estelle Métro, je suis psychopraticienne et analyste transgénérationnelle. Je suis aussi une mère et une femme et je suis sensibilisée aux questions de l'infertilité, de la PMA, de l'adoption, de par mon histoire personnelle et familiale. Depuis une douzaine d'années, j'ai développé une consultation et une méthodologie d'accompagnement périconceptionnel pour les familles d'aujourd'hui et pour les familles de demain. Et je propose également aux professionnels un espace de formation et de réflexion sur leurs pratiques autour de la conception. Donc aujourd'hui, avec mes collègues Marianne Barbier et Mathilde Muliez, nous allons vous donner à entendre dans cette conférence, puis à vivre dans les ateliers qui suivront cette conférence tout au long du printemps. Nous allons vous donner donc à entendre et à vivre quelques exemples de mise en œuvre de cet accompagnement que nous voulons très concret. Alors, l'accompagnement périconceptionnel, à qui ça s'adresse? Eh bien, ça s'adresse à des personnes qui, comme vous, qui nous écoutez, sont des femmes, des hommes qui vivent en couple ou qui sont en solo et qui sont dans le projet d'un premier enfant souvent, parfois d'un second ou même d'un petit dernier, et qui sont dans le temps du questionnement de leur désir d'enfant, parfois aussi dans le repérage des options qui s'offrent à eux et des choix qu'ils pourraient faire, qui sont parfois déjà dans des tentatives de concrétisation et dans un parcours de PMA. Nous recevons aussi des personnes qui sont dans le temps de la grossesse ou une fois que l'enfant est né, autour du récit de son histoire. Alors, nous allons parler ce soir de dons de gamètes et plus particulièrement de dons d'ovocytes. Le don de gamètes, c'est une possibilité qui est évoquée et choisie par de plus en plus de personnes. On n'a pas de chiffre exact, mais on pense que ça concerne au moins un enfant par école, la conception par don de gamètes. Et ça mérite, à notre sens, un accompagnement dédié. Alors, l'humanité a toujours pratiqué des formes de dons de sperme en cas de nécessité. C'était organisé dans l'intimité du couple et plus ou moins accepté socialement et parfois organisé socialement, plutôt sous le sceau du secret.
Le don d'ovocytes, eh bien, c'est une pratique sociale qui, elle, s'appuie sur une prouesse médicale, puisque la ponction d'ovocytes et la fécondation in vitro, ce sont des pratiques récentes, c'est les années 80. Et donc, c'est tout à fait nouveau à l'échelle de l'humanité et cela peut nous donner un petit peu le vertige parfois, parce que nous n'avons pas d'expérience, de référence collective pour écrire cette histoire et la symboliser. Et il nous semble que c'est important de s'offrir, comme ce soir, des espaces, des moments pour penser cette histoire-là singulière et pour l'intégrer, ce don d'ovocytes qui est une forme de solidarité entre humaines, entre femmes, pour que la vie soit possible. Donc, Marianne évoquera ce qui peut faciliter l'accueil de cette expérience et de ce don. Et puis, Mathilde abordera la question de comment nourrir le récit autour de cette histoire. Pour ma part, je vais commencer par évoquer avec vous ce qui peut faciliter un processus de choix d'une conception avec un don d'ovocytes et parfois d'un renoncement aussi à ce don. Ça fait partie aussi de ces parcours. Alors, avoir recours à un don d'ovocytes, c'est quelque chose auquel vous comme moi, comme quand nous étions enfants, n'avions évidemment pas pensé, soit parce que ça n'existait pas encore, soit parce que ça n'était pas encore dans notre champ de conscience. Et pour la plupart d'entre nous, c'est rarement le choix premier et c'est plutôt le résultat d'un long cheminement. D'abord, il y a un désir, un rêve d'enfant et une forme d'évidence à engendrer avec son propre matériel génétique, comme l'ont fait toutes les générations qui nous ont précédés. Et puis, dans quelques situations quand même, il y a ce don d'ovocytes, il répond à un désir. C'est le cas très rare, mais peut-être il y a des femmes qui nous écoutent ce soir, le cas des repas, de la réception des ovocytes de la partenaire pour les couples de femmes. Et ça ouvre un certain nombre de choix et de questions. Mais pour la plupart de celles et ceux qui nous écoutent, le don, c'est une option qui a plutôt été évoquée par le corps médical. Parfois, on en a entendu parler dans les médias ou via notre entourage. Et c'est évoqué par le corps médical quand on touche à une forme de limite. Alors, il y a une limite qui peut être physiologique. On a établi médicalement que vous souffriez d'une ménopause, parfois précoce, d'une insuffisance ovarienne. Ou bien encore, on se questionne sur la qualité ovocytaire du fait d'un grand nombre d'échecs des traitements ou du fait de l'âge de la future mère et on se dit que la probabilité d'une grossesse spontanée ou bien encore d'une grossesse post-insémination ou FIV est trop faible pour que l'on compte dessus, entre guillemets. Donc, il y a ce type de limite-là. Il peut y avoir aussi la limite du nombre de traitements acceptables par les médecins et remboursés par la sécurité sociale, ou bien encore la limite de ce que vous, en tant que femme, ou de ce que le couple peut tolérer de traitement. Et toutes ces limites-là, ce sont des choses qui peuvent amener à considérer le don d'ovocytes comme une option, comme une ressource. Voilà, mais ce n'est pas parce que c'est présenté par d'autres comme étant une ressource possible et une chance que c'est toujours une évidence dans la tête, le cœur d'une femme de la partenaire ou du partenaire qui l'accompagne. Et ce n'est pas non plus toujours voilà, une évidence pour l'accueillir dans son corps. C'est un processus que d'aller vers, très souvent, que d'aller vers le don d'ovocytes. Et c'est plus ou moins rapide et c'est un processus qui est à faciliter. Et en consultation, c'est ce à quoi nous essayons de contribuer. Nous essayons à travers travail sur différents axes de vous permettre de tisser vos propres réponses à une série de questions qui se posent comme est-ce qu'on y va ou pas, vers quel type de don, d'ovocytes, double don, don d'embryon, dans quelles conditions pratiques on y va, est-ce que c'est sous le coup de l'anonymat ou pas, et dans quel pays et dans quelle clinique. Bref, les questions sont extrêmement nombreuses et nous essayons donc de vous donner l'occasion de faire du don d'ovocytes une ressource pour vous si c'est votre chemin, en explorant différents champs, différents axes. La question de vos possibilités déjà, des scénarios qui sont possibles, la question de votre désir, du rêve, de l'énergie qui vous porte,
Et puis aussi, on explore les renoncements que vous pourriez avoir à faire, à consentir, et les limites qui sont les vôtres. Et puis, on travaille souvent sous une forme de synthèse émotionnelle de toutes ces réflexions, et donc je vais essayer de vous donner quelques éléments par rapport à ces différents axes. Alors, quelles sont, nos possibilités? Quels sont les scénarios qui s'offrent à nous? C'est en général la question avec laquelle vous arrivez. Vous avez souvent, tenté, beaucoup de choses, et quand le don d'ovocytes est évoqué, il y a souvent d'autres options qui sont, dans le champ. Vous espérez, peut-être toujours faire un bébé, sous la couette. Je pense à un couple, Andrea et Emmanuel, qui ont témoigné sur mon site dans la partie Mille et une fécondités, et qui expliquaient comment tout en imaginant aller vers le don et en faisant toutes les démarches pour y aller, bah, ils avaient toujours l'espoir d'une grossesse spontanée, parce qu'il y avait déjà eu plusieurs grossesses spontanées qui malheureusement avaient généré des pertes. Leur témoignage pourra peut-être vous éclairer. Il y a d'autres options évidemment qui sont toujours dans le champ. Parfois, on a encore des embryons congelés et on se dit que, on aimerait pouvoir les accueillir, mais on voudrait déjà penser au don au cas où. Parfois, on veut retenter une FIV ou 2 avec ses propres ovocytes, et en même temps travailler sur l'idée du don. Ça sécurise là aussi. Parfois, on pense à l'adoption. Parfois, on se dit aussi que peut-être, on sera amené à renoncer à la parentalité et qu'on pensera plutôt à un parrainage ou à d'autres formes de transmission ou de fécondité. Toutes ces options sont souvent dans le champ, de réflexion qui est le vôtre, et le don est une option parmi d'autres. Il y a souvent des besoins de priorisation en fait de ces différentes options, et vous avez besoin d'envisager différents scénarios, par quoi on commence, et si ça ne se passe pas comme on voudrait, par quoi on continue, etc. Donc on essaye voilà, de vous aider, et je vais vous expliquer comment à travailler sur ces options. Quand le don est évoqué, pour certaines personnes, certains couples ou aussi certaines mamans solo, il y a déjà un don de sperme qui est prévu, et donc ça signifie de réfléchir aussi à la possibilité d'un double don. Et quand on parle de double don, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme un cap, il y a l'impression que c'est peut-être trop, qu'il y a une peur d'une forme de transgression. Hem il y a aussi parfois une réflexion sur le don d'embryon. Voilà, je pense à une jeune maman que j'ai accompagnée pour qui le don d'embryon, c'était finalement une solution entre le don de sperme et l'adoption, et finalement, parfois pour certaines personnes, c'est la bonne solution. Quand le don est évoqué, cela ouvre, comme je disais, tout un tas de questions. Il faut pouvoir se positionner très concrètement sur des choix, anonymat ou pas, dans notre pays, de résidence ou à l'étranger, dans telle ou telle clinique, avec éventuellement, comme dans n'importe quel PMA, des examens complémentaires, la question du nombre d'embryons transférés, la question des embryons surnuméraires, et puis aussi la possibilité d'avoir ou pas la même donneuse pour éventuellement un projet de fratrie pour plusieurs enfants. Alors, vous l'entendez là, c'est d'une grande complexité, tous ces scénarios, toutes ces options et tous ces scénarios. Et nous, ce qu'on aime vous proposer dans ce cas-là, c'est de poser les choses en faisant un dessin toutes les routes que vous avez déjà empruntées jusqu'à maintenant, et de toutes les routes, de tous les chemins qui pourraient être les vôtres, que vous pourriez emprunter. Et sur base de ce dessin, on explore en fait les ressources et les limites de chacune de ces options. On explore comment ça pourrait vous mener vers votre désir et vers sa concrétisation. Donc le fait de dessiner comme ça très concrètement, ça permet de prendre de la hauteur par rapport à cette croisée des chemins, ce carrefour un peu oppressant auquel vous êtes. Ça permet de resituer aussi cette prise de décision sur votre chemin de vie de femme et d'homme, de se dire: «Tiens, le jour où je me retournerai sur mon chemin, où je serai une vieille femme sage, un vieil homme sage, quel regard je porterai sur cette décision que je suis en train de prendre maintenant et sur tous ces chemins qui s'offrent à moi». Quand on est un couple aussi, dessiner, ça permet de partager, d'être ensemble dans cette aventure. Et puis, on voit de cette manière-là se dégager les possibles combinaisons entre ces chemins. Certaines personnes vont dire:
je retente encore une fois avec mes ovocytes, mais je sais que cette option est là et ça me sécurise, mais je ne peux pas y aller trop vite. D'autres vont dire, je prends contact tout de suite avec les cliniques, je suis déjà quelque part sur le chemin du don et en même temps, je me donne encore la possibilité d'accueillir les 2 derniers embryons et ça me rassure. Bon, voilà, on fait coexister de cette manière-là plusieurs chemins. Hem et puis, eh bien, vous allez de cette manière-là aussi, apprécier, je dirais, quelle chance ces différents chemins vous donnent, d'aller plus ou moins vite, vers vos rêves. Hem Le dessin de ces échanges, donc ça permet de visualiser les choses, de les clarifier, de se projeter et donc, un des ateliers que nous proposerons, au printemps, le premier, le 28 avril de mémoire, portera sur cette croisée des chemins, et vous donnera une 1re approche de ce travail-là pour ceux qui le souhaitent. Alors j'ai parlé de rêves et des rêves qu'on souhaite concrétiser et justement dans les parcours de désir d'enfant, souvent le projet a pris le pas sur le désir, et avant de décider de faire des choix très lourds et engageants, eh bien on a peut-être besoin à nouveau de désirer, de retrouver le chemin de son rêve. Hem, Ça nous semble très important et du coup, nous vous invitons souvent à faire l'expérience, seul ou à 2, de créer sous forme d'un collage, de créer autour de votre désir d'enfant et de dialoguer ainsi avec votre inconscient. Hem, avec, voilà, pour, faire émerger en fait vos envies pour votre vie d'après et pour, la concrétisation éventuelle de votre parentalité, de votre maternité. Hem Vous trouverez, sur, le site estelmetro.com dans l'espace ressources, un article «Créer et oser son rêve d'enfant». Vous pourrez avoir, une première base pour, pourquoi pas créer, coller ensemble, si vous en avez l'envie, et vous pouvez, revenir vers nous pour des compléments. Donc, ce collage, ça permet de se donner à voir et entendre de quoi est fait notre désir. Certaines femmes, par exemple, vont, réunir beaucoup d'images de femmes enceintes, de femmes au ventre arrondi, de bébés collés à leur mère, et ça dit ce désir d'être enceinte, de porter la vie et de tisser, une relation charnelle. Hem, le don d'ovocytes permet ça. Pour d'autres, ça va être des images, d'enfants en train de faire la cuisine avec maman ou, d'enfants à vélo, en famille, avec les parents et cetera. Ça va parler d'un besoin d'une envie de transmission de ressources, d'une envie de transmission de valeurs à travers des activités et des vécus partagés et là aussi, le don d'ovocytes permet de vivre ça. Hem, donc voilà, le don d'ovocytes, ce sont des renoncements dont on va parler, mais ça permet aussi de satisfaire un certain nombre de nos désirs profonds, ceux, d'une expérience initiatique de la grossesse ou d'une transmission d'un mode de vie, et de valeurs. Heu, pour une femme et un homme qui vont choisir plutôt des images très identiques, qui vont évoquer la reproduction du même, des gens qui rêvent d'un mini-moi, d'un mini-nous, avec d'importantes ressemblances, peut-être le chemin vers le don va être plus long ou ne sera pas possible et il faut aussi pouvoir l'entendre. Voilà, donc ce travail créatif, il permet de faire émerger la nature de notre désir d'enfant, de quoi il est fait, et de trou trouver notre positionnement, notre juste positionnement par rapport au don d'ovocytes. Alors bien sûr, j'aurais envie de vous dire qu'en tant qu'analyste transgénérationnelle, je vois aussi la venue d'un enfant, pas seulement comme, le fruit du désir d'un homme et d'une femme, mais aussi comme le fruit, du désir d'une famille et que je me demande parfois comment le recours au don de gamètes et au don d'ovocytes, pourrait être une façon de reproduire un motif familial ancien, d'être loyal à son arbre familial. Comment, 2 femmes qui contribuent à la vie d'un enfant, ça viendrait rejouer, des histoires anciennes. Voilà, je ne vais pas donner d'exemple maintenant, on pourra en reparler peut-être dans les questions-réponses plus tard, où je vous invite à aller voir un certain nombre de conférences, la dernière qu'on a fait avec les cigognes l'année dernière ou d'autres podcasts où, j'aborde, cette question de la trame familiale et de la place du don d'ovocytes, dans l'histoire familiale. Alors, je disais tout à l'heure, pour pouvoir choisir le don, il faut pouvoir connaître toutes ces options, imaginer des scénarios. Il faut pouvoir aussi voir comment ça fait écho
à nos désirs profonds. Et puis, c'est aussi accepter des renoncements. Ça représente le fait de renoncer effectivement à transmettre ses propres gamètes. Et qu'est-ce que ça signifie ça pour vous? À quoi précisément vous renoncez quand vous renoncez à vos gamètes? Et j'imagine que peut-être pour vous, derrière votre écran, il y a de l'émotion quand je dis ça et je l'accueille avec vous. Hem, alors, qu'est-ce que c'est que renoncer à ses gamètes? Ce que j'entends dans ma consultation, c'est que c'est renoncer à la sécurité du connu, de ce que l'on sait avoir reçu, et que, voilà, ça demande de pouvoir accueillir un enfant dans toute sa singularité. C'est aussi renoncer à une partie d'une ressemblance phénotypique, et accepter qu'il va y avoir des ressemblances à travers d'autres mécanismes comme le mimétisme, entre l'enfant et ses parents. C'est renoncer à une communauté génétique dont on pense parfois qu'elle est un support d'appartenance à une même famille, et ça peut l'être effectivement. Mais est-ce que la famille, c'est seulement la famille génétique? Qu'est-ce que c'est que faire famille? Qu'est-ce que c'est que être une mère? Marianne abordera ces questions-là tout à l'heure. Enfin, renoncer à ses propres gamètes, c'est peut-être aussi renoncer à une équation procréative classique, celle à laquelle on avait rêvé, celle dont on est issu soi-même, et donc renoncer à une norme sociale, même si les normes sont en train, fort heureusement, de changer, d'évoluer et de se démultiplier. Et donc c'est tout un processus en fait, d'accepter, tous ces renoncements, d'accepter d'être des pionniers. Ça demande pas mal de liberté intérieure et ça demande d'être en capacité de raconter cette histoire, ce dont Mathilde vous parlera tout à l'heure. Alors, il y a des renoncements et puis on touche aussi, à ses limites. Recourir aux dons, c'est accepter, des limites qui parfois nous sont imposées, des limites légales, des limites de faisabilité pratique, des limites matérielles, financières, des limites au niveau de l'âge, et toucher à ces limites, parfois, ça peut nous mettre très en colère, ça peut, ou vous mettre très en colère, ça peut, nécessiter aussi un processus d'acceptation. Ça fait toucher aussi à une autre limite, sur laquelle on travaille particulièrement avec vous, c'est, vos limites éthiques. Parce qu'il peut y avoir pour certaines personnes comme un sentiment de transgression, le sentiment de toucher à un tabou, non seulement dans le recours à une aide médicale, mais un tabou dans le recours à un tiers qui se situe hors du couple, qu'on ne connaît pas forcément, hein. Ça renvoie à des tabous d'adultère, pour dire, les mots, simplement. Et ça nous, on pose la question avec vous de quels sont vos référentiels spirituels, vos référentiels religieux, à vous, à votre conjoint, à vos familles, qui peuvent générer cette peur de la transgression, et comment vous pouvez trouver une voie de conciliation avec ces principes, à la fois en vous-même, avec l'autre et avec l'entourage. Voilà, c'est tout un travail en soi. Hem Au titre des questions éthiques, il y a une question qui, vous occupe évidemment souvent beaucoup, c'est la question de l'anonymat ou pas du don, et de la possibilité d'accès aux origines. Mathilde aura l'occasion de vous reparler de secrets, d'accès aux origines. La bonne option, je dirais que c'est toujours celle que vous êtes prêt à vivre, que vous êtes prêt à parler, que vous êtes prêt à raconter. Et pour ça, souvent, vous faites dessiner le chemin de vie de l'enfant et travailler sur ce que vous comprenez de ses besoins et des questions qui pourraient se poser à lui. Voilà, je pourrais en dire plus, peut-être dans les questions-réponses. Autre question qui se pose évidemment pour vous, c'est quels sont vos critères de choix, des pays, des cliniques? Et il faut lister les critères et vos équivalents de critères, hein. Comment vous saurez que, la technicité que vous attendez, l'humanité que vous attendez d'une clinique, eh bien, on va effectivement vous l'apporter. On discute de tout ça ensemble. Alors, on peut évoquer les options, les motivations, les renoncements, les limites, comme je viens de dire, et puis il vient toujours un moment où, bah, il faut décider, il faut, comme me disent certaines personnes, appuyer sur le bouton, envoyer le mail à la clinique, décider qu'on va prendre un avion et que, voilà, ou qu'on va se rendre à la clinique. Nous observons et nous croyons que même si l'exploration consciente et rationnelle se fait, même si on peut faire des listes de pour et de contre, et cetera, et que ça peut être utile, les décisions complexes, c'est toujours une synthèse de nos réflexions, nos intuitions, et que cette synthèse, elle se manifeste émotionnellement, sensoriellement, corporellement. Et c'est pourquoi nous invitons souvent à rentrer dans des approches très concrètes autour des représentations. J'en ai cité un certain nombre d'exemples, le dessin de parcours, le choix d'images, le collage,
le chemin de vie de l'enfant, on pourrait parler aussi d'un travail de crèche. Et nous avons mis en place aussi, inspiré par une transmission de Constance Langsad, des processus qui engagent le corps et le ressenti pour explorer les différentes options, pour se projeter. Donc, pas facile à décrire, mais concrètement, on vous propose d'explorer successivement les différentes options qui s'offrent à vous, d'écouter vos sensations physiques, vos émotions, votre dialogue intérieur autour de chacune de ces options et de le faire pour vous-même, mais aussi en vous mettant à la place d'un conjoint, à la place de l'enfant, à la place de la donneuse, à la place de vos familles. Et tout ça en vous projetant aussi dans le temps, à travers les questions et les ressentis qui pourraient se poser dans le temps, dans un futur proche ou dans un futur lointain. C'est un protocole très précis qui donne accès à des informations que souvent on ne soupçonnait pas. Je pense à une femme qui était absolument épuisée par des années de protocole, qui envisageait le don, mais juste pour aller au bout, pour en finir avec la PMA, éviter les regrets, et qui avait perdu son rêve, son espoir et son énergie. Et en faisant ce travail de projection dans l'option du don d'ovocytes en particulier, elle a senti que pour l'enfant, c'était joyeux d'être en vie, que pour son mari, c'était fluide, que pour la donneuse, c'était juste et bon de contribuer à la vie, et qu'elle avait la bénédiction en fait, des familles. Et de cette manière-là, elle a recontacté son propre désir, son espoir, ses possibilités, et puis comparer avec d'autres options. Voilà, donc c'était une façon de vous dire qu'on peut être très concret, enfin, en tout cas on essaye de l'être, autour de ces processus de choix. Voilà, donc je vais conclure pour ma part. Donc, si vous vous renseignez aujourd'hui sur la possibilité d'un don, ou si vous êtes en plein choix, prêt à poser un acte, j'espère vous avoir partagé quelques pistes de travail. Les partages à suivre autour de l'accueil du don et également du récit sont de nature aussi à faire maturer les choix, hein, ça se fait en même temps, parce que si on est tranquillisé dans sa maternité et dans la place de la donneuse, et si on est tranquillisé sur le fait que cette histoire de conception fait du sens, alors c'est facile de s'engager et de porter cette vie. Donc peut-être par contre votre choix est déjà fait, vous êtes déjà en préparation de transfert, ou vous êtes déjà enceinte, ou vous avez déjà votre bébé dans les bras, et votre choix s'est fait peut-être comme une évidence, ou peut-être dans l'urgence et les questions sont venues après. Je crois que ça a été un peu le cas pour Marianne, qui va nous dire peut-être un mot de son expérience et nous parler de l'importance de trouver sa façon d'accueillir le don dans sa tête, dans son cœur, dans son ventre, et puis qui va nous permettre aussi de clarifier ce qui fait de nous une mère. Je vous remercie et je passe la parole. Merci Estelle. Donc moi je suis Marianne Barbier et donc j'accompagne comme Estelle des couples, des femmes qui sont dans ce parcours de PMA et qui ont des difficultés à avoir des enfants. Donc moi je vous parle de ma place donc de professionnelle, mais aussi en tant que maman d'une petite fille qui a 8 ans aujourd'hui et qui est issue d'un don d'ovocytes que je suis allée chercher en Espagne. Donc ce soir, j'ai envie de vous parler de l'accueil du don et particulièrement de la place de la mère dans ce parcours, dans ce chemin. Parce que je l'ai vécu moi-même et parce que il me semble que c'est un questionnement fondamental et qui occupe vraiment, vraiment les questionnements de toutes les personnes que j'accompagne en premier lieu. Donc j'ai opté pour vous livrer un aperçu avec cet angle de vue. Donc je vais aborder dans mon exposé 4 thèmes qui me paraissent fondamentaux pour être en mesure d'accompagner le don. Tout d'abord, comment verbaliser les questionnements? Et il faut les verbaliser et il faut pouvoir affronter ou en tout cas questionner les interrogations qu'on peut avoir. Je vais vous parler aussi de la représentation du système familial et je vais vous parler de la donneuse. Je vais vous parler de transmission. Quelles transmissions peuvent s'opérer dans le cadre d'un don? Et enfin, je vais vous parler de la mère et de comment on peut endosser son rôle de mère dans la conception par don d'ovocytes. Avant tout, donc, je vais vous parler de mon expérience personnelle, car comme Estelle l'a évoqué, effectivement, en fait, moi, donc, je suis arrivée sur ce cheminement professionnel avant tout après avoir parcouru un chemin personnel semé d'embûches
avec une infertilité sévère. Et donc, je voulais évoquer avec vous le chamboulement qui vient avec le don. Donc moi, en l'occurrence, je suis allée vers le don sans me poser de questions. Donc effectivement, je réponds bien à l'exemple qu'Estelle donnait. Les questionnements se sont posés après la naissance de ma fille. Jamais je n'y avais pensé avant. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que très probablement, j'avais besoin d'occulter ces questionnements pour pouvoir aller vers le don. En revanche, dès les premiers jours à la maternité, les marqueurs de tous ces questionnements liés au don d'ovocytes sont apparus avec la scène classique que vous pouvez imaginer du jeu des ressemblances. Et donc évidemment, tout le monde me disait que ma fille ressemblait à son père. Et alors là, je vous en parle et j'ai encore ce nœud à l'estomac, en fait, qui arrivait à chaque fois qu'on me disait ça. Et donc, avec cela, j'ai identifié évidemment des ressentis liés à la gêne, la tristesse, la colère. Enfin voilà, je passais par toutes les émotions vis-à-vis des personnes qui faisaient ces remarques. Et qui en plus, très souvent, étaient parfaitement au courant du mode de conception de ma fille. Et j'avoue que quand quelqu'un trouvait qu'elle me ressemblait, c'était encore plus bizarre pour moi, très honnêtement. Donc, j'ai réussi à passer cette étape, donc c'était il y a plus de 8 ans, en mettant un gros couvercle sur toutes ces émotions. Mais un peu plus tard, pour être tout à fait transparente avec vous, je n'ai pas pu faire autrement qu'affronter toutes les alertes implicites que ma fille m'envoyait. Symptômes physiques, maux de ventre répétés, angoisse latente, des colères démesurées, c'était manifeste. Et donc, j'ai pu ouvrir un dialogue, on a pu avoir accès à un dialogue grâce à une psychologue. Mais vous avez bien noté que j'ai dit affronter, et affronter, ce n'est pas accepter. Donc, j'ai entamé un travail personnel qui m'a amené à ouvrir un espace pour pouvoir accueillir les interrogations et pouvoir répondre aux questionnements inconscients de ma fille, qui en fait faisait l'écho de mes propres questionnements. Alors, si j'accepte ce don, est-ce que cela signifie que je dois l'intégrer dans mon histoire familiale? Est-ce que ça me va? Et comment je fais pour y parvenir? Qu'est-ce que ce don, si je l'accepte, va soulever comme question de la part de mon enfant? Et comment ma place risque d'être questionnée? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Comment je deviens la mère de mon enfant? Et comment mon enfant va-t-elle me reconnaître? Voilà, tous ces questionnements sont arrivés donc assez tard. Et c'est en les travaillant que j'ai pu finalement accepter et accueillir le don. Et je dois vous dire que ce travail a bénéficié à l'ensemble de ma famille. Alors bien sûr, mon histoire personnelle a marqué mon engagement d'aujourd'hui à ouvrir cet espace pour accueillir ces cheminements, vos cheminements peut-être. Mon cheminement, mais aussi les cheminements que j'accompagne dans mon quotidien de professionnel, me permettent aujourd'hui d'avoir une conviction profonde. Pour pouvoir accueillir le don d'ovocytes, il est important d'accepter le cadeau. Et pour cela, il faut être en mesure de pouvoir considérer la provenance de ce don. Alors, comment j'accueille la donneuse? J'imagine ce que vous ressentez quand j'évoque la donneuse d'ovocytes, pour toutes les femmes qui ont déjà pris la décision ou celles même qui sont déjà enceintes ou celles qui ont déjà un enfant. La plupart du temps, les personnes que j'accompagne ont des nœuds à l'estomac, tout comme moi tout à l'heure. Alors, dans le processus de choix, souvent, on ne veut pas l'avoir. L'une de mes clientes, par exemple, avait beaucoup de mal à se décider sur cette question primordiale au moment du choix de sa clinique. Elle craignait que son bébé lui reproche plus tard de lui barrer l'accès à ses origines. Seulement voilà, pour elle, il était impossible d'avoir accès à la donneuse et rien que d'y penser, ça bloquait sa décision d'aller vers le don d'ovocytes. Ainsi, au moment du choix, elle est allée vers le plus écologique pour elle. Et si elle ne l'avait pas fait, elle courait le risque de ne pas pouvoir avancer. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi ne veut-on pas l'avoir? Pour pouvoir avancer vers le don. Comme on vient de le voir, parfois, il faut juste faire abstraction de la donneuse. Mais à un moment donné, il faut bien la considérer. La considération de cette personne pourrait venir questionner notre place de mère, et si on ne la voit pas, elle n'existe pas pour nous ni pour notre enfant. Seulement aujourd'hui, on sait combien il est important que les enfants puissent accéder à leurs origines d'une part,
et combien le secret peut impacter le psychisme de l'enfant et de sa lignée future. Et Mathilde va vous en parler tout à l'heure. Ainsi, ne pas considérer la donneuse, même si elle est anonyme, peut nuire au bien-être de l'ensemble du système familial. Et même si on ne veut pas la voir, sa présence finit par s'imposer. Et plus on essaie de l'étouffer, plus elle prend de la place. Il convient donc de travailler sur sa juste représentation et sur la place qu'on est en mesure de lui attribuer, sachant que cela peut évoluer et peut bouger dans le temps. Dans mes séances d'accompagnement, dans nos séances, puisque Estelle vous en a parlé tout à l'heure, on dispose d'un outil qu'on appelle la crèche. Et donc cette crèche permet de mettre à distance la scène de la constitution de la famille et permet de trouver une juste place pour tout le monde. Donc, comment on travaille sur cette crèche? On travaille avec des petits personnages que je peux vous montrer, hein, que vous connaissez évidemment, puisqu'ils font partie du quotidien de bien des familles. Et on demande donc aux personnes qui travaillent avec nous de simplement constituer une scène. La scène qui répond à la simple question de savoir qui va contribuer à la venue de votre enfant. Donc, les personnes sélectionnent ces objets, qui une pierre, qui un petit Playmobil, qui un petit personnage ou autre, et donc ils vont placer tous ces personnages dans un cadre. Donc, il est important d'avoir un espace délimité pour pouvoir justement questionner la place de chacun. Les objets sont placés de façon scénarisée et cela va nous permettre ensuite de pouvoir justement questionner la place, la position, comment sont tournés les personnages les uns vers les autres, qui ils regardent, est-ce qu'ils sont dans le cadre, est-ce qu'ils sont hors du cadre. Et ensuite, on peut aller éprouver ce que chacun va ressentir en se mettant à la place d'eux. On fait bouger les éléments de la crèche jusqu'à trouver la juste place pour chaque sujet. Cet exercice permet d'ouvrir un espace d'exploration quant aux motivations du projet Sens et au don en lui-même. En outre, il offre un espace de parole autour de la donneuse, celle qu'on n'ose pas voir. Qui est-elle? Comment est-elle? Pourquoi elle fait ce don? Comment je l'imagine? Ainsi, on va pouvoir illustrer et nommer la donneuse en tant qu'entité, en tant que personne ayant contribué à la venue de l'enfant. On va pouvoir lui donner une place. Mais cette place, c'est la place la plus écologique pour notre cellule familiale. Et enfin, on va pouvoir verbaliser toutes nos craintes vis-à-vis d'elle. Grâce à cet exercice, le don peut reprendre sa juste place dans le système familial à ce moment-là. Mais une fois qu'on a fait cela, qu'on a regardé la donneuse, qu'on accepte de l'intégrer au système familial, comment est-ce qu'on endosse son rôle de mère à part entière sans être encombré? Comment je rétablis l'équilibre des rôles? Puisque sans elle, il n'y a pas d'enfant, mais sans l'intention, sans l'envie, sans le désir de devenir parent, y aurait-il un enfant? Qui transmet quoi? C'est la question qu'on se pose en séance, afin d'accéder à la balance des rôles, qui permet encore un pas vers l'acceptation. Ainsi, je vous pose ces questions. De quoi a besoin un enfant pour naître, pour grandir, pour s'épanouir le plus sereinement possible? D'une gamète, donc c'est la génétique, d'une matrice, d'un utérus pour pouvoir se développer et venir à la vie, la gestation. Un enfant a besoin de nourriture au quotidien. Et qu'est-ce que lui transmettent ses parents pour qu'il puisse se construire au sein d'un système, d'une société? Un prénom, un nom, une filiation, des valeurs, des codes pour vivre en société. On peut dire que c'est l'éducation. Les transmissions à un enfant sont multiples. En séance, on fait repérer ces transmissions et on fait figurer ces liens entre chaque parent et l'enfant. On intègre la donneuse à cet arbre qui fait apparaître ainsi le don dans le schéma. Entre les parents et l'enfant, en intégrant la donneuse, on voit rapidement que l'apport est notablement faible de la part de cette donneuse, même s'il est essentiel. Ce qui fait l'enfant et aide à sa construction, c'est tout le reste, pas uniquement la génétique. Les parents s'additionnent et ce n'est pas parce qu'on a recours à une donneuse qu'on est moins mère. Néanmoins, si je ne lui transmets pas mes gènes, comment puis-je me placer comme la mère de cet enfant? Et va-t-il me reconnaître comme telle? Alors ici, je vous pose la question, c'est quoi une mère? Je vais vous parler très rapidement
d'une vision anthropologique, avant toute tentative de définition. Prenons un peu de hauteur. Si je vous dis qu'est-ce qu'une mère, vous allez me répondre la même chose qu'un enfant de mère mexicaine ou chinoise, etc., etc. Qu'en est-il de la définition de la mère ailleurs qu'en France, au regard d'une culture organisée différemment? Dans certaines cultures dites matriarcales, le groupe familial est organisé en clans. Et là, le concept de mère est très large. Ainsi, toutes les femmes du clan endossent le rôle de mère, qu'il y ait un lien biologique ou pas avec les enfants. Donc, elles sont dans le care et toute la société repose sur ce système social. Ainsi, ce sont les mères, les mothers, qui prennent en charge le groupe et assument le rôle de mère pour tous. La transmission génétique est réduite à une part infime dans le lien mère-enfant. J'ai eu envie de vous apporter cet éclairage parce que dans le cadre des questionnements abordés en séance, souvent on me parle de la génétique. Et donc la génétique prend une part très importante, parfois plus importante que ce qu'elle est réellement. Et il est intéressant de considérer que nos questionnements en tant que mère vivant en France, dans une culture souvent patriarcale, fortement influencée par une religion majoritairement judéo-chrétienne, dictent aussi notre approche de la maternité. Une fois qu'on a dit cela, me direz-vous, on est bien avancé. Et justement, raison de plus pour travailler sur notre perception à nous de la mère. La première définition de la mère, que j'ai trouvée dans le dictionnaire Le Robert, est la suivante. C'est une femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Il y a également un distinguo entre la mère qualifiée de génétique et la mère d'accueil ou d'intention, celle qui porte l'enfant et qui accouche, et celle qui l'élève. Si on regarde du côté de la loi, le droit français apporte la notion de filiation qui établit les places de chaque membre d'une famille. Et dans le Code civil, le lien de filiation entre une mère et son enfant est très clair. Il est établi par l'accouchement. Ainsi, la mère, ici, c'est la femme qui accouche. Le lien de filiation entre le père et l'enfant est établi par le lien entre le père et la mère, à savoir que le père présumé est le conjoint de la mère. J'espère que je ne vous embrouille pas trop, mais ce sont des notions importantes et qui parfois sont ignorées. Avec les évolutions de la famille, le droit évolue aussi. Ainsi, aujourd'hui, il est possible pour les couples non mariés d'établir le lien de filiation en effectuant une déclaration commune. Enfin, dans le cadre de PMA et de conception avec don, le droit a prévu aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Et aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'égard du donneur. Cette loi protège les liens de la famille d'intention. Par conséquent, dans l'acception commune, la mère serait celle qui porte l'enfant et qui accouche. Mais est-ce aussi simple que cela? Alors, pour ma part, j'ai publié il y a quelques mois les résultats d'une enquête que j'ai menée l'été dernier auprès d'une 50aine de personnes, dont les profils étaient donc parents ou pas, et dont l'âge allait de 25 à 78 ans. Sans surprise, les résultats affichent que la mère est celle qui porte l'enfant, 82% des répondants. Ainsi, on pourrait estimer que les répondants sont en phase avec la loi française. De même, pour 85% d'entre eux, ce n'est pas la génétique qui définit la mère. Enfin, pour l'ensemble des personnes, dans le cadre d'un don d'ovocytes, la mère est celle qui élève l'enfant. Il s'avère, en revanche, que dans mes accompagnements, je peux constater que majoritairement, le fait de porter l'enfant contribue au choix d'aller vers le don. C'est important. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît sa mère? La mère, c'est celle qui prend soin, c'est celle qui nourrit envers et contre tout. Et si je vous demande, qu'est-ce que votre mère vous a donné? Je vous entends d'ici répondre l'amour. La dimension affective semble être l'élément fondateur de toutes les mères, pour toutes les personnes interrogées. La mère est celle qui aime ses enfants. Et on a des figures de mères absolues qui nous accompagnent depuis notre enfance au travers des mythes, de la religion, des histoires qu'on nous raconte, des histoires de nos familles. Le mythe biblique de Salomon, par exemple. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la vraie mère est celle qui est prête à renoncer à son enfant pour ne pas le voir coupé en deux. Marie, par exemple, qui a affronté la maternité seule et accompagne son enfant jusqu'à la mort, ou encore Gaïa, la terre nourricière sans qui la vie n'existe pas. La mère est donc à l'origine de la vie. Avant tout parce qu'elle procure la nourriture en suffisance, la bonne nourriture
pour que l'enfant puisse grandir. La mère est celle qui fait naître un enfant, pas seulement au sens d'accoucher, mais avant tout au sens de faire émerger un être vivant autonome et qui évolue. Et la mère qui procure l'amour est la gardienne d'un espace sécure pour l'enfant. Je le retrouve en séance systématiquement. Le lien, la transmission de la nourriture, du lien de la naissance et le fait de donner la bonne nourriture à l'enfant, c'est un élément important. La mère, c'est celle qui est là aussi. Dans le cadre des accompagnements, et ça se vérifie aussi dans les résultats de l'enquête, la présence au quotidien, l'éducation sont intrinsèquement liées à notre acception de la notion de mère. La mère, c'est celle qui accompagne le quotidien et qui sait de quoi on a besoin. La connexion est-elle suffisamment bonne? Oui. Ok. Donc, je m'appelle Mathilde Mullier, je suis coach systémique et spécialisée en accompagnement périconceptionnel et j'ai aussi une spécialisation dans l'accompagnement de la parentalité. Et donc, c'est avec cette dimension parentalité que je vais essayer de vous éclairer sur comment raconter à un enfant son histoire quand il y a eu conception avec don d'ovocytes. Je vérifie juste parce que je ne voudrais pas que ça continue de couper. On entend mieux? Ça va mieux? Ouais, super, parfait. Alors, quand l'enfant est tout petit, quand il y a un bébé ou un tout petit enfant, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'hyperconnexion de l'enfant avec ses parents. Le tout petit ne comprend pas le sens des mots que les parents utilisent. Par contre, pour pouvoir comprendre et établir une communication, il utilise d'autres capteurs. Il va utiliser ses ressentis, il va utiliser les émotions, il va utiliser les mimiques du visage, le ton de la voix pour essayer de se repérer sur ce que les parents vivent, sur ce que les parents échangent avec lui. Et donc, il va être vraiment centré sur une communication qui va être non verbale. Le tout petit va du coup être très sensible et capter les gênes, les silences, les non-dits des parents. Et quand il y a un sujet qu'il va sentir comme un sujet à éviter ou à contourner, ça va devenir évident pour lui qu'il ne faudra pas aller aborder ce sujet. Et donc, ça peut devenir pour lui ce qu'on appelle de l'indicible, c'est-à-dire quelque chose dont il ne faut pas parler. Or, quand il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible pour un sujet, pour une personne, il peut transmettre assez rapidement à la génération qui suit, à ses parents, à ses enfants, pardon, quelque chose qui relève de ce qu'on appelle l'innommable. Et puis, cette chose devient impensable à la troisième génération. Donc, s'il y a un secret autour de la conception, si on ne veut pas raconter en tant que parent la manière dont l'enfant a été conçu, le fait qu'il vient d'un don, que ses origines sont multiples, eh bien, ça peut générer un secret qui va pouvoir générer des symptômes pour lui, mais également pour sa descendance. Et ces symptômes, ça sera notamment un sentiment latent de ne pas être à sa place. Et ça peut complètement entraver son bien-être d'abord, et puis les relations qu'il va être en mesure de tisser en tant qu'enfant, mais aussi en tant que futur adulte. Beaucoup d'enfants issus d'un don, à qui on a annoncé cette conception, ce type de conception à l'âge adulte, témoignent d'ailleurs qu'une partie d'eux a toujours su qu'on leur avait caché quelque chose. Et quand l'annonce leur a été faite, ils se sont sentis soulagés d'avoir enfin des mots à mettre, une signification à mettre autour de ce qu'ils avaient toujours pressenti. Donc, on voit bien ici à quel point le secret peut impacter les relations et le bien-être d'un enfant. Il y a aussi autre chose, si on veut garder le secret du don, qui est qu'un enfant, il est toujours centré d'abord sur lui-même. C'est normal, c'est la manière dont un enfant se développe. Et donc, l'enfant s'approprie ce qu'il capte. Quand un parent est triste ou un parent est en colère, le premier réflexe d'un enfant, c'est soit de s'approprier cette émotion. Quand les bébés sont tout petits, ils se vivent comme confondus, comme en fusion avec leurs parents. Et donc, quand leur parent est triste, eh ben, très souvent, ils s'approprient cette émotion. Ils la vivent comme étant la leur. Ou alors, en grandissant un petit peu, quand il y a cette conscience que je suis différent de mon parent et nous vivons deux choses différentes, l'enfant peut très facilement s'approprier l'émotion qu'il ressent de son parent en pensant qu'il en est le responsable. Donc, de la même manière, quand on ne parle pas du don et qu'une phrase
par exemple, sur la ressemblance, comme l'a évoqué Marianne tout à l'heure, arrive dans la conversation et qu'on le vit mal en tant que parent, qu'on se sent, ça nous met, comme disait Marianne, on a le ventre serré ou ça nous fait un coup au cœur, eh bien, l'enfant va ressentir cette émotion et peut penser qu'il est responsable, qu'il est à l'origine de cette émotion. D'où l'importance vraiment de parler, de nommer, de pouvoir mettre des mots, même si on pense que l'enfant ne comprend pas. Alors, je vais vous donner un exemple très concret que je pense tout le monde peut se représenter. Voilà, quand on a eu un enfant, à un moment donné, il faut retourner au travail et ça génère le fait de devoir confier l'enfant à une nounou ou à une crèche. Si on ne dit rien, l'enfant sent en tant que parent qu'on est un petit peu, voilà, il y a une certaine forme d'appréhension quand ça arrive, il y a une certaine forme d'inquiétude, parfois une tristesse. Et si on ne dit rien, l'enfant ressent cette émotion de tristesse ou d'appréhension et ne la comprend pas et peut facilement soit se l'approprier, soit la vivre comme étant la sienne. Si on lui dit « mais tout va bien, je suis super contente de ce qui va se passer », alors qu'à l'intérieur de nous, on est juste effondré, il sent bien qu'il y a une dissonance entre ce qu'on lui dit et ce qu'il perçoit. Et donc, ça peut être extrêmement confusant pour lui d'être dans cette binarité. Alors que si on lui dit la vérité, c'est-à-dire, tu vois, demain, tu vas aller chez la nounou et moi, je vais reprendre le travail. Et j'ai confiance en la personne en qui je te confie. Mais pour autant, c'est difficile pour moi de vivre cette séparation. Et bien pour l'enfant, d'un coup, ça devient cohérent, ça le constitue et ça lui permet de se sécuriser. Ça permet de vraiment sentir que ce qu'il perçoit est cohérent avec ce qu'on lui dit. Même s'il ne comprend pas tous les mots, il comprend l'intention. Et donc le secret, si on veut garder un secret autour de ce don, peut venir insécuriser l'enfant et générer ce sentiment que tout ne lui est pas dit. Alors après, il y a l'option de dire, bon, alors, ok, je comprends qu'il faut dire à l'enfant qu'il est issu d'un don, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Mais bon, peut-être qu'on peut lui dire juste à lui et pas aux autres. Alors ça, c'est une option qui est aussi compliquée pour l'enfant à vivre parce que si on lui dit, bon, écoute, voilà, tu le sais, tu es issu d'un don, voilà ton histoire de naissance, etc. Et puis, mais surtout, ne le dis à personne. Personne n'est au courant, ne le dis à personne. L'enfant peut le vivre comme quelque chose de honteux, comme quelque chose dont il ne faut pas parler. Et donc, ça n'est pas non plus une bonne manière de débuter, de pouvoir se sentir dans la vie si on a l'impression que notre histoire de conception ne doit pas être dite, ne doit pas être partagée, peut éventuellement être à l'origine d'une certaine forme de honte. Toutes ces raisons nous permettent donc de comprendre assez facilement que pour un enfant, c'est essentiel de pouvoir comprendre les raisons qui ont conduit les parents à pouvoir aller vers le don, de pouvoir aussi comprendre quelle est son origine, comment il a été conçu, et ça de manière assez libre et naturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça sera naturel pour vous et ce sera voilà, de l'ordre de la normalité pour vous, eh bien pour l'enfant, ça ne sera pas un sujet. J'ai coutume de dire que quand c'est un sujet pour nous, ça devient un sujet pour l'enfant. Si ce n'est pas un sujet pour nous, ça n'est pas un sujet pour l'enfant. Je pense que Marianne l'a illustré dans son histoire avec sa petite fille qui venait la titiller sur ce qui était un sujet pour elle et qui à un moment donné, l'a amené toute la famille à travailler sur le sujet puisque c'était important pour toute la famille. Et pour ça, les enfants sont assez forts. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre ils viennent appuyer là où on a besoin d'aller travailler et besoin de se développer. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vraiment important de pouvoir dire à l'enfant la manière dont il a été conçu. Et alors, quand on parle de raconter à l'enfant la manière dont il a été conçu, ça commence d'abord par la façon dont vous, ses parents, vous allez vous raconter cette histoire. Ça sera important que vous puissiez vous-même élaborer, mettre du sens sur cette histoire, en couple d'abord, réfléchir à comment vous avez envie de raconter son histoire à votre enfant et quels mots vous avez envie d'employer, quel nom, quelle place vous allez donner aux différents acteurs et notamment à cette donneuse dont on a parlé longuement depuis le début de cette conférence. Donc c'est important que vous puissiez trouver le sens de cette forme de conception pour vous et pour les contributeurs et pour l'enfant. Et c'est pas simple parce que en fait c'est assez nouveau cette modalité de conception. Ça nécessite de complètement
changer, bouleverser la manière dont nous avons intégré comment on fait les bébés. La réponse à la fameuse question « Comment on fait les bébés ?» Parce que à notre époque, ce n'était pas possible, ça n'existait pas le don d'ovocytes. Et donc, on nous a donné une manière, enfin une description de comment on fait les bébés qui ne comprend pas cette possibilité-là. Et donc, ça nécessite qu'on vienne retravailler sur la réponse à cette question pour pouvoir y répondre quand notre enfant nous la posera. Alors, nous, qu'est-ce qu'on nous a transmis? Nous, on nous a transmis qu'il y a un acte sexuel qui engendre une grossesse, qui engendre une naissance, qui engendre la reconnaissance des parents et qui crée la famille et qui se poursuit par l'éducation de l'enfant. Donc, quand on a un enfant, il y a 3 acteurs, il y a un homme, une femme et un enfant. Et il y a une unité d'action, c'est-à-dire que toutes les actions s'enchaînent avec les mêmes acteurs, et une unité de lieu, tout se passe dans le corps de la femme, dans le temps d'une grossesse, et puis ensuite avec l'arrivée d'un enfant. Quand ça ne se passait pas comme ça dans les générations précédentes, c'était à l'origine, ça déclenchait souvent de la douleur, souvent de la honte, souvent du tabou ou du secret. Estelle évoquait tout à l'heure la mise à la marge que pouvait déclencher une grossesse qui ne se passait pas dans les conditions que je viens de décrire. Et donc, tout ce que ça a amené comme souffrance dans les générations précédentes et qui parfois viennent résonner avec ça. Parce qu'aujourd'hui, il est possible de dissocier tous ces éléments. Il y a effectivement plus d'unité de lieu, puisque la procréation se fait hors corps quand il y a un don. Il y a une unité de temps qui n'est plus la même, puisqu'il peut y avoir congélation des gamètes. Et puis, il y a beaucoup de protagonistes. Et donc, tout ça, ça engendre des nouvelles façons de concevoir des enfants et de faire famille. Alors, c'est une formidable opportunité pour devenir parent. Aujourd'hui, ça nous permet de devenir parents là où on ne pouvait pas devenir parent avant. Mais ça nous renvoie aussi à tous ces tabous, toutes ces situations historiquement à la marge que nos ascendants ont pu vivre et qui ont pu laisser des traces, qui ont pu laisser des douleurs dans nos familles. Et pourtant, pour autant, voilà, on comprend toute l'ouverture que permettent ces modes de conception, toute la chance que ça représente, et pour autant, on ne peut pas ignorer à quoi ça peut renvoyer et comment ça peut impacter la manière dont on va vivre ce don. Et je pense que c'est important juste de remettre quelques dates. Il faut se souvenir quand même que la première FIV en France, ça date de 1982. Donc, une époque où on était soit enfant, soit on était pas forcément encore né ou tout petit. Donc, il y a vraiment cette possibilité qui s'est ouverte en même temps qu'on a grandi. Donc, c'était vraiment en dehors de notre champ quand on était des enfants à qui on a raconté comment on fait les bébés. Donc, ça nécessite vraiment d'être maturé parce que le temps psychique, le temps de notre intégration psychique n'est pas le temps médical. Aujourd'hui, le temps médical nous propose des avancées incroyables. Il faut le temps que notre psychisme intègre tout ça pour qu'on puisse l'intégrer nous-mêmes. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans nos pratiques, c'est vraiment une ambivalence chez les parents entre la tentation de surinvestir le génétique au risque de ne pas vraiment se sentir parent, ou d'attribuer tout ce que nous pourrions ne pas apprécier chez l'enfant à l'origine inconnue de la donneuse, ou alors, à l'inverse, une tentation de nier l'importance du génétique au risque de créer un secret ou d'être confronté à un malaise au moment des différentes étapes comme les jeux de ressemblance, les questions du pédiatre, etc., sur les antécédents par exemple, etc., etc. Donc on a ces deux extrêmes et c'est pas simple de se positionner entre ces deux extrêmes. C'est pour ça que c'est important de venir ouvrir cet espace pour réfléchir à comment est-ce qu'on va parler à l'enfant, comment est-ce que nous-mêmes, on intègre tout ça, on intègre ce récit pour trouver un bon équilibre, un juste milieu et pouvoir en parler sereinement et ce, le plus tôt possible. Même parfois, avant sa conception, c'est-à-dire qu'on peut avoir cet espace, avoir créé un récit, avoir imaginé comment on va en parler, même avant de commencer le parcours, parce que plus on aura intégré le mode de conception qu'on aura choisi, plus on sera serein et clair avec l'histoire de conception, et moins ce sera un sujet pour l'enfant, plus on pourra en parler de manière sereine et simple. Encore une fois, c'est vraiment tout un processus, ça ne se décide pas du jour au lendemain, c'est une vraie
montagne à escalader parce que ça nécessite de maturer et de pouvoir penser les choses de manière innovante, plus ouverte, et de manière innovante parce que c'est pas la manière dont ça a été pensé jusqu'ici, et de penser en termes de parentalité additive, additionnelle et pas substitutive. Je reprends ici un terme d'Irène Perry qui me semble hyper pertinent, c'est-à-dire que tout ça vient s'additionner et on n'enlève pas quelque chose à quelqu'un dans ce type de conception, mais ça nécessite de vraiment l'intégrer et de le maturer et de travailler sur qu'est-ce que c'est une maman, qu'est-ce que c'est un papa et comment est-ce que je transmets ça à mon enfant. Alors, une fois que l'enfant est là, Estelle évoquait tout à l'heure le cheminement, la ligne de vie de l'enfant et comment est-ce qu'on vient répondre à ces questions au fur et à mesure de sa vie. Alors, d'abord, ça va être important de pouvoir parler à hauteur d'enfant, une fois qu'il sera là, de pouvoir adapter notre discours et la manière dont on raconte à l'âge qu'a l'enfant. Alors, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Avec quels mots? Alors, d'abord, il y a à l'annonce de la grossesse pour les mamans solo ou les couples homosexuels, ou alors quand il y a une infertilité connue dans le couple. En gros, quand on sait que de toute façon, il y a eu l'intervention d'un tiers, c'est important d'en parler dès le départ, que ça devienne de l'ordre de la normalité et que ça soit intégré, que ça ne soit pas un secret. Pendant la grossesse, ça va être intéressant et important de pouvoir communiquer avec l'enfant, mettre des mots sur vos ressentis, sur vos émotions, peut-être sur les craintes que vous ressentez, pour que l'enfant, encore une fois, ne se les approprie pas. Qu'il puisse se vivre comme différent de ces craintes qu'il perçoit peut-être, mais qu'il ne se ressente pas comme la cause de ces craintes. Ça va être aussi à la naissance et dans les premiers mois de vie avec les jeux de ressemblance, avec les rendez-vous chez le pédiatre qui parle des antécédents. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir, à ce moment-là aussi nommer, pouvoir dire, bah oui, effectivement, il y a eu cette réflexion sur une ressemblance, tu as peut-être senti que j'étais touchée par ça, et c'est pour ça, c'est pour telle raison, c'est parce qu'on est passé par un don que ça m'a touchée, parce que je sais que ça ne peut pas être possible, mais qu'en même temps, c'est quelque chose qui m'a touchée d'avoir cette remarque sur la ressemblance, par exemple. Ça va être important de sentir qu'à ce moment-là de la vie, à la naissance et dans les premiers mois de vie, les parents représentent tout l'univers de l'enfant et il y a besoin de développer cet attachement sécure et que dans cet attachement sécure, il y a cette notion de sentir qu'il n'y a pas de zone de non-dit ou de zone de problème ou de zone d'innommable, parce que ça permet vraiment à l'enfant de pouvoir se sécuriser, se sentir en confiance et que ça va vraiment le rassurer par rapport à tout ça. Alors après, il y a l'âge de la petite enfance avec le fameux « comment on fait les bébés » et « où j'étais avant d'être dans ton ventre ». Et à cet âge, les enfants considèrent que leurs parents ont toujours raison et que ce qu'on va raconter, ça va être la vérité, et on va souvent parler de petites graines. Il y a pas mal de livres qui sont très bien faits à ce sujet. Alors j'en ai un ici qui est assez adapté aux tout petits, qui s'appelle Astram Graines, qui parle de la conception avec don. Et puis, on peut aussi faire des représentations à hauteur d'enfant. Marianne, vous parlez tout à l'heure de la crèche. La crèche, c'est une manière de pouvoir parler à l'enfant de sa conception avec des figurines et de pouvoir venir lui raconter son histoire à sa hauteur, avec des mots qui sont compréhensibles par lui. Ensuite, l'enfant grandit et puis vers 9-10 ans, il y a plus de questions techniques, plus de questions qui se posent et l'enfant a besoin peut-être de précision plus médicale, aussi de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et quelle est sa différence par rapport aux autres familles. Et les parents, restent la référence, mais les enfants ont besoin d'aller un peu plus loin. Et alors là, il y a d'autres livres qui peuvent aider. Il y a Le mystère des graines à bébé de Serge Tisseron qui va être un peu plus technique. Il y a également Graines de bébé qui est aussi intéressant, un petit peu plus technique aussi. On va un peu plus dans le détail de comment concrètement les choses se passent. Et puis, sur la normalité, sur la norme, il y a le livre qui s'appelle La famille dans tous ses états, qui parle de toutes les formes de famille qui existent. Et donc, ça permet de remettre l'enfant dans voilà
l'étendue des possibilités. Et voilà, toi, comment tu es arrivé et comment tout ça crée de la richesse et permet de sentir toute la richesse de cette diversité à laquelle on a accès aujourd'hui grâce à tous ces modes de conception. Alors, l'adolescence, c'est souvent un âge qui est très appréhendé par les parents. Et souvent, cette question que j'entends souvent moi, dans mes consultations, cette peur du t'es pas ma mère. Comment je vais faire quand mon enfant il va me renvoyer t'es pas ma mère? Et à qui je ressemble? Et pourquoi quelle légitimité tu as à me parler, etc. Alors, l'adolescence, c'est un âge où normalement, de manière tout à fait saine, il y a une période d'opposition qui se vit. Il y a une recherche d'identité propre. Il y a une volonté de déconstruction des valeurs transmises par les parents pour se reconstruire et reconstruire ses propres certitudes. Et c'est tout à fait normal et commun à tous les enfants. Et cette période et cette phrase, ce fameux t'es pas ma mère, si l'enfant vous le dit, si l'enfant vous le renvoie, c'est qu'il a construit un attachement qui est suffisamment sécure avec vous pour s'autoriser à pouvoir le dire. Et qu'on soit un enfant issu d'un don ou un enfant conçu sous la couette, quand on est suffisamment sécure pour renvoyer le t'es pas ma mère, t'es pas mon père, de où tu me parles et pourquoi est-ce que tu me dis ça et comment est-ce que je peux comment est-ce que je viens te renvoyer tout ça, c'est que l'enfant se sent suffisamment sécure et se sent suffisamment bien pour pouvoir vivre cette période d'opposition, cette recherche d'identité propre et pour pouvoir traverser cette période qui est fondatrice pour son développement et dont il a besoin. Et donc, c'est effectivement très appréhender cette question et en même temps, si vous l'entendez, c'est que les choses se font normalement et de manière rassurante parce que ça veut dire que cet enfant, il est planté et il s'autorise à pouvoir faire ça et à passer par cette étape qui est vraiment, vraiment importante pour son développement. Et donc là, ça va être intéressant de pouvoir l'aider à se repérer, à pouvoir éventuellement avoir quelques chiffres sur les modalités de conception, à pouvoir travailler aussi avec les arbres familiaux. On va proposer au printemps 3 ateliers. Un des ateliers sera sur l'arbre des transmissions et comment est-ce qu'on peut parler aux enfants de toutes les transmissions dont ils bénéficient, y compris quand ce sont des enfants issus de dons. Et puis, voilà, il y a à l'âge adulte, puisque les enfants deviennent des adultes, et toutes ces questions autour de à qui dois-je la vie, qu'est-ce que je vais transmettre, comment est-ce que je peux me représenter le donneur? Est-ce que je peux le rencontrer? Est-ce que je peux avoir une idée de à quoi il ressemble? Et en même temps, est-ce que j'ai envie de le rencontrer? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que j'ai une fratrie génétique? Qu'est-ce que nous avons en commun? En gros, toutes ces questions autour de l'accès aux origines qui sont déjà anticipées, je pense, par beaucoup de couples, en tout cas beaucoup de couples qu'on peut rencontrer quand on parle de dons anonymes ou dons non anonymes et dont on discute beaucoup en séance parce que c'est une question très importante pour beaucoup de parents et que l'impact est non négligeable sur la parentalité et sur la manière dont l'enfant va se développer, sur son épanouissement. Et en même temps, avec en tête cette idée, et je pense que Estelle l'a clairement dit tout à l'heure, il faut vraiment pouvoir vous respecter dans ce que vous pouvez envisager de vivre et dans comment est-ce que c'est serein pour vous d'aller vers le don. Donc, ça fait partie de toutes les questions qu'on peut travailler. En tout cas, si on doit résumer autour de ce processus narratif, souvent il va se créer avec un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est comment est né le désir d'enfant. Ne verrait pas le jour. C'est d'abord ça qui vient générer cette vie-là. Et puis, dans quelles conditions il a été attendu? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette période de grossesse, avec toute la joie aussi que ça peut apporter? Et c'est important de ne pas négliger l'importance de cette période-là de grossesse parce que j'ai coutume de prendre l'image d'un gâteau qu'on met au four. La grossesse, c'est juste une période incroyable
qu'on ne sait pas reproduire dans la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait reproduire une conception en dehors du corps humain. Donc, on sait créer un embryon en dehors du corps humain. Aujourd'hui, il est absolument impossible de recréer les conditions d'une grossesse en dehors du corps humain. Et c'est un chemin incroyable qui permet aux ingrédients de se transformer et de pouvoir aboutir à un bébé. Et c'est assez miraculeux. Enfin, en tout cas, moi, je suis toujours impressionnée de ce miracle qu'est la grossesse qui fait se transformer des cellules en un être humain avec tout ce que ça implique. Il y a aussi toute la question de l'épigénétique dans une grossesse. Je ne vais pas le développer ici, mais qui est hyper importante et qui vient colorer cet enfant, enfin la manière dont cet enfant va se développer et comment il va pouvoir aller exploiter certains de ses potentiels. Donc ça, c'est vraiment important et c'est important aussi de la remettre, je pense, comme étant un élément central d'un projet de bébé avec don. C'est que souvent, on est très focalisé sur le don, on ne parle que du don et on oublie toute cette dimension de la grossesse qui est absolument incroyable et qui est un vrai miracle en soi et qui vient énormément impacter la relation que les parents vont avoir avec cet enfant et la manière dont cet enfant va venir au monde. Ensuite, il y a toute la partie de qu'est-ce que vous croyez de ce qui a contribué à sa venue? Est-ce que c'est une graine qui aide? Est-ce que y a cette grossesse qui est ce passage incomparable? Est-ce qu'il y a l'engagement que vous avez pris, la responsabilité que vous avez pris avec les parents chaque jour et de nouveau chaque jour depuis qu'il est né? Et puis, il y a toujours cet amour, évidemment, qui contribue à la venue. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre enfant de ce qui a contribué à sa venue et de ce qui a été important, qui a été fondateur pour vous dans cette venue? Et puis, il y a ce que ça représente, la venue de cet enfant pour vous et pour l'entourage et comment est-ce que c'est hyper important de venir redire il y a eu le désir et puis comment cet enfant vient éclairer, vient continuer le chemin pour vous et votre entourage. Donc, c'est souvent ça, les éléments du processus narratif. C'est souvent ce qui est important de dire pour les parents. Alors, il y a juste 3 points d'attention à avoir en tête. C'est d'abord, le premier point d'attention, c'est l'excès de réalité, c'est-à-dire de vouloir donner trop d'informations à l'enfant qui n'est pas toujours prêt à avoir autant d'informations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tenir compte de l'âge de l'enfant quand on fait le récit et de l'adapter, ce récit, à cet âge de l'enfant et à ce qu'il peut entendre et à ce qu'il est en mesure de comprendre aussi. Il y a une attention particulière à mettre sur l'excès de pathos, c'est-à-dire que c'est important de raconter son histoire à l'enfant, mais c'est important aussi de ne pas lui faire porter le poids de votre parcours, de ce qui a été difficile, de ce qui a été souffrant pour vous, peut-être de vos pertes aussi, parce qu'il y a pu avoir des pertes. C'est important de les nommer, ces pertes, hein, si jamais il y a eu des fausses couches ou des enfants perdus, c'est important que l'enfant le sache et puisse en avoir conscience, mais c'est important de ne pas lui faire porter un poids trop lourd sur les épaules. Et puis, voilà, c'est important de pouvoir en parler avec simplicité, avec naturel, pour permettre à l'enfant de pouvoir inscrire cette histoire, inscrire son histoire dans une forme de normalité et donc de pouvoir vivre avec de manière tout à fait sereine. Donc voilà un petit peu les éléments que j'avais envie de vous partager sur ce sujet. Je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y avait une question sur les livres. Je vous mettrai les références également dans la conversation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si, Marianne, tu as de nouveau une connexion correcte, si tu veux reprendre. Alors, je suis désolée, hein, parce qu'en fait, je ne me suis pas du tout rendu compte que j'avais des problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Connexion instable. J'entends, ça grésille encore un peu, par contre, effectivement. Je vais tenter quelque chose. Pardonnez-moi, je vais mettre un casque. On va voir si ça marche mieux. Donc, parce qu'en général, ça marche bien avec un casque. Vous m'entendez? On t'entend, oui. Ok. Donc, bon, je ne vais pas tout reprendre. En revanche, je vous invite à me poser des questions, si vous le souhaitez. Donc, j'ai vu passer une question sur la ressemblance
Donc, je peux simplement reprendre ce qu'a dit Mathilde, mais peut-être que du coup, c'est plus la peine de répondre. Quand on est confronté à cette question, comme l'a dit Mathilde, ce qui est important, c'est d'écouter ses émotions, c'est-à-dire d'être à l'écoute de son corps et de savoir ce qu'on ressent exactement à ce moment-là, et si possible de pouvoir le nommer. C'est quelque chose qui peut être porteur, à mon sens. Est-ce que Mathilde, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Je pense que c'est exactement ça, c'est d'être vigilant à ce qu'on a pu ressentir et de pouvoir nommer, mettre des mots, de manière simple, hein, enfin, on n'est pas obligé de faire un exposé à l'enfant, mais de manière simple sur ce qui a été ressenti, de manière à ce qu'il ne se l'approprie pas ou il ne pense pas qu'il est responsable de cette émotion. Peut-être j'aurais envie d'ajouter, si vous êtes d'accord, sur cette question de la ressemblance, que bien sûr, il y a la question de ce qu'on dit à l'enfant, et puis peut-être Céline qui posait cette question pose aussi la question de savoir qu'est-ce que je dis à la personne qui a mentionné en fait cette ressemblance. Alors peut-être la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi d'important jouons-nous au jeu des ressemblances? Pourquoi autour du berceau de l'enfant, tout le monde joue au jeu des ressemblances? Probablement parce qu'on a besoin d'affilier cet enfant, on a besoin de nommer quelque chose de son appartenance au groupe humain, à la famille, au cercle amical, etc. etc. Et donc, peut-être on peut, je dirais de façon un peu humoristique ou sympathique, renvoyer la personne qui a posé la question à voilà, ce qui l'interroge là autour de cette ressemblance. On peut aussi tout simplement dire qu'on est ravi de cet enfant qui se ressemble à lui-même, par exemple. D'accord, voilà, on peut le retourner aussi et plus, je dirais, témoigner de la singularité, de l'unicité de cet enfant et du projet qu'on a pour lui, qu'il puisse effectivement être affilié et en même temps être pleinement lui-même. Voilà, c'est quelques façons parmi d'autres de répondre à ces questions, pas seulement à l'enfant, mais aussi à ceux qui la posent. Merci Estelle. Je lis les questions au fur et à mesure. Donc, il y a une question sur la relation qu'on pourrait avoir avec la donneuse ou le donneur, avec cette idée de certaines personnes effectivement ont des difficultés à se projeter dans le lien, et on en a pas mal parlé, mais il y a aussi ici une question concernant le fait qu'il y a un besoin de pouvoir se sentir proche ou de se sentir en lien avec la donneuse pour pouvoir envisager le don, comme si il y avait ce besoin d'aimer ou d'apprécier les personnes qui vont être à l'origine de ce don, de ce cadeau. Alors, je vous la relais. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Moi, j'ai envie de dire qu'on peut tout à fait partir sur un don non anonyme dans ce cas-là, et que selon les pays, il y a la possibilité d'aller plus ou moins loin dans la connaissance des donneurs et de leur histoire. Alors, jamais les rencontrer, hein, bien sûr, mais on a des accès à des informations qui peuvent être différentes selon les pays. oui, c'était ça que je voulais dire, effectivement. Il y a possibilité d'accéder à des dons non anonymes. Avec plus ou moins d'informations. Effectivement, parfois, quelqu'un écrivait, on peut avoir effectivement les photos, parfois on peut entendre la voix, parfois on peut avoir une lettre d'intention, parfois voilà, et parfois juste on peut assurer à son enfant d'avoir une possibilité d'accès à l'âge de 18 ans au donneur ou à la donneuse. Donc, ce sont des situations extrêmement variées. Je crois que ce qui est important, c'est que vous fassiez le point sur quel est votre besoin et pourquoi d'important, en fait, il y a ce besoin de se représenter les donneurs, voire de savoir quelles sont leurs motivations, et jusqu'au besoin de les aimer, comme l'écrivait Sandrine. Et probablement, ça a construit une certaine forme de sécurité, de familiarité, le fait pour certaines personnes d'avoir ces éléments. Ce sont des supports de projection. Ça peut aussi permettre de se sentir moins seul, en particulier quand on est dans un projet solo.
Donc, c'est quelque chose qui se tisse et qui se construit individuellement. D'abord, le choix du type de don pour satisfaire à ces besoins-là, et puis aussi le fait de construire des supports de représentation. Parce que certes, on peut avoir des photos, etc., mais il y a des personnes qui veulent surtout pas, comme je crois Virginie qui disait qu'elle voulait surtout pas avoir d'informations et de photos. Donc, on peut être dans des situations extrêmement variées. Donc, il faut trouver des supports qui sont appropriés. Et pour certaines personnes, un support approprié, c'est comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir un élément symbolique. Alors, tout à l'heure, Marianne vous a montré des petits personnages ou des petits objets. Un élément symbolique qui va être un support pour venir parler de la personne qui a donné, même si on ne la connaît pas. Hein. On va imaginer, certaines personnes auront besoin de s'imaginer une histoire, et d'autres, comme Adèle, vont dire « Oh là là, je ne voudrais surtout pas… je crois que c'est Adèle qui disait ça, je ne voudrais pas projeter quelque chose. Je suis désolée si c'est quelqu'un d'autre, je ne voudrais pas projeter quelque chose et raconter une histoire qui ne serait pas vraie, notamment sur les motivations de la donneuse. Et ça s'entend. Peut-être que j'ai une réponse, on reprendra peut-être les questions les unes après les autres, mais une réponse un peu globale à cette question-là, c'est finalement, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est d'avoir une histoire précise ou est-ce que c'est d'ouvrir avec son enfant un espace dans lequel on peut raconter des histoires ? Parce que nous sommes tous des histoires et nous sommes tous les histoires que nous racontons. Et que l'enfant va avoir besoin de se raconter des histoires sur qui il est et sur ses origines. Tous les enfants font ça, quelle que soit la façon dont ils ont été conçus et dont ils sont nés. Nous sommes enfants tous raconter des histoires et ces histoires ont évolué dans le temps. Elles se sont nourries évidemment des histoires qu'on nous a racontées, de ce que l'on nous a dit, mais nous avons aussi, à l'âge où on se crée un roman familial, à 7, 8, 9 ans, nous nous sommes aussi dit que nous étions sûrement nés d'un roi, d'une reine, d'autres parents, parce qu'on nous avait échangé à la naissance, etc. On a rêvé d'autres choses. Et donc, c'est comment nous, en tant que parents, on sécurise un espace pour raconter des histoires. Et comment, à l'enfant qui dit « Est-ce que tu la connais, la donneuse ?» Comment on peut lui dire « Toi, qu'est-ce que tu aimerais savoir et comment tu l'imagines ?» Hein, comment on fait circuler la parole et l'histoire au lieu de figer les choses dans une version particulière. Voilà, c'est une réponse un peu générale, ça répond peut-être à plusieurs points et on pourra reprendre en détail. Et peut-être pour compléter, Estelle, sur la question de comment est-ce qu'on autorise l'enfant à se poser des questions sur ce qu'il aimerait, sur comment est-ce qu'il voit les choses. Il y a eu une question que j'ai vue passer sur est-ce qu'on peut montrer des photos des donneurs à l'enfant. Je pense que, mais ça c'est un point de vue tout à fait personnel, je pense que compte tenu des différentes étapes du développement de l'enfant, il est bon, si on souhaite révéler l'identité des donneurs à l'enfant, d'attendre qu'il soit en mesure d'apprécier cette information et de pouvoir que ça ne vienne pas l'insécuriser dans son développement. Et donc, beaucoup de processus, on va dire, autour du don non anonyme et d'attendre que l'enfant ait 18 ans pour pouvoir lui donner accès à toutes ces informations. Et ça me semble plutôt judicieux de pouvoir lui donner ces informations quand il sera en mesure et suffisamment construit et sécurisé pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir en faire ce qu'il aura envie d'en faire. Ça n'empêche pas d'en parler et de pouvoir imaginer avec lui dans l'intervalle. Alors, est-ce que vous voulez qu'on reprenne les questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, je pense? J'ai vu passer des questions, notamment de Catherine, sur les choix de clinique. Donc, j'ai vu qu'il y avait des échanges. Donc, pour les choix de clinique, alors c'est très compliqué. Alors, en tant que coach, là, moi, ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est avant, si le choix est compliqué, c'est d'établir une liste de critères qui sont importants pour vous et de les questionner en fonction de vos critères et de l'ordre de vos critères. Petite méthode.
Et vous pouvez découper en fait le processus, c'est-à-dire que il y a la phase des examens, il y a la phase du choix de la donneuse, il y a la question des délais, du choix de la donneuse et comment, enfin voilà, comment vous participez au processus ou pas. Il y a la question du traitement et de comment ça se gère avec un médecin là où vous vivez. Il y a la question de l'accueil que vous allez recevoir sur place, du type de communication que vous allez avoir depuis, enfin voilà, tout au long du processus. Il y a les services qu'on peut vous apporter en plus ou pas, parfois au niveau des examens ou des services de confort. Il y a la question du prix. Enfin voilà, ça fait un certain nombre de critères. Il y a évidemment la question du lieu, à la fois du côté pratique du lieu, c'est-à-dire comment j'y accède, mais aussi la question de savoir qu'est-ce que ce lieu, qu'est-ce que ce pays, qu'est-ce que évoque pour moi. Hein. Parfois, il y a des choix entre plusieurs pays. Enfin, voilà, comment je me sens plus ou moins liée, plus ou moins attirée, etc. Donc voilà, donc la liste des critères peut être extrêmement longue, et tout peut avoir son importance. Et puis après, c'est important d'en parler, c'est important de rencontrer les gens, de poser toutes les questions, comme tu disais, Marianne, qu'on peut avoir à poser. Mais c'est effectivement un choix. Dans les critères autour de la clinique, je pense que ça peut aussi participer la question de comment les choses se font avec les donneuses. J'ai vu passer une question sur des doutes sur la véracité du don, puisqu'il y a un dédommagement de la donneuse. Alors, les pratiques sont différentes selon les pays, et donc c'est important aussi peut-être dans cette réflexion autour de quelle clinique pouvoir identifier quelles sont les pratiques de chaque pays, quelles sont les normes et les limites éthiques de chaque pays et comment est-ce que ça peut influencer ou ça peut venir nous aider à choisir vers quel pays on va se tourner pour le don. Je vois Julie qui nous demande un conseil concernant un double don pour maman solo. Alors, Estelle, peut-être. il faudrait préciser voilà, quel type de conseil est attendu, quelle est la question en fait qui se pose évidemment derrière la demande de conseil. Ce que je peux imaginer, enfin, pour l'avoir rencontré régulièrement en séance, c'est que dans ces projets de maman solo avec double don, la grande question, et elle peut être partagée par d'autres, c'est comment je me sécurise dans cette grossesse et dans cette maternité. C'est-à-dire comment je peux sentir qu'il y a un lien vraiment que je vais tisser avec cet enfant indépendamment du génétique, et puis aussi à quelle place je vais mettre les donneurs dans cette histoire. Donc, se sécuriser, c'est souvent déjà donner du sens à ce choix-là. Hein, qu'est-ce qui fait dans mon histoire personnelle et qu'est-ce qui fait peut-être dans mon histoire familiale que j'en arrive à faire ce choix-là, et comment je vais pouvoir partager avec mon enfant le sens de ce choix-là. Et comment je peux relier aussi peut-être cette histoire de don à la grande histoire de l'humanité, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, les humains tissent des alliances pour prolonger la vie. Et donc, comment moi, dans cette histoire-là, je m'inscris dans cette grande histoire-là, je contribue à cette grande histoire-là. Voilà, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est juste peut-être voilà, une invitation à donner une grande place au récit qu'on fait à soi-même, au sens qu'on donne pour soi-même et qu'on va donner à l'enfant pour se sécuriser dans cette aventure. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Une adresse. Alors, je reprends les questions auxquelles on n'a pas répondu, peut-être celles où les réponses peuvent être brèves. Pour le pédiatre, faut-il se limiter aux antécédents du papa ou bien faut-il lui dire pour le don? Je pense qu'il est bon de lui dire pour le don, parce que ça
ça peut l'éclairer et ça peut lui permettre de mieux suivre l'enfant, sachant que si un jour, que le don soit anonyme ou non anonyme, si un jour malheureusement l'enfant a besoin d'avoir ses antécédents de santé, il sera toujours possible d'avoir accès à ces informations si c'est nécessaire et important pour sa santé. Donc ça, c'était une première question. Marianne, Estelle, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. C'est une question simple, alors j'y vais pour pouvoir répondre à plusieurs questions. Alors, est-ce que le don d'ovocytes garantit une grossesse? Non, le don d'ovocytes ne garantit pas une grossesse. Donc, c'est un processus en lui-même et les chances de réussite sont inférieures à une conception sous la couette. Hein, c'est important de savoir. Je crois que le pourcentage de réussite d'une PMA avec don, c'est entre 10 et 20%, si je ne me trompe pas, Marianne et Estelle. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah, c'est faux. Alors, dites-nous, Philippe. Alors, en France, on est autour de 32 à 33%. Ah, c'est beaucoup. Et dans les cliniques étrangères, j'allais dire de qualité, on est autour de 70%. D'accord. C'est plus, mais on ne peut pas dire que ça garantit. Ah non, bien sûr, ça ne garantie. garantit pas, ça n'existe pas du tout, hein, bien sûr. Parmi les questions, il y a quelque chose qui revient souvent et que nous, une question qui revient souvent à l'association, c'est la question de Laetitia. J'ai eu une fille naturellement d'une première union très jeune et on s'oriente vers un don d'ovocytes avec mon nouveau conjoint. J'ai peur de faire une différence entre mes enfants du coup. Ça, c'est vraiment une question qu'on a, j'allais dire, plusieurs fois par semaine. Donc, mesdames, si vous voulez bien répondre. Alors, c'est une question qu'on entend nous aussi très régulièrement dans nos cabinets. Alors, je pense que la première chose, c'est peut-être de dire que dans une fratrie, quelle que soit la façon dont elle est constituée, chaque enfant a sa place et a sa propre histoire. Ça, c'est une réalité. Après, il y a justement quelque chose à nommer de cette histoire, à tisser de cette histoire, pour comprendre que finalement, tous les enfants sont bien dotés, ils sont juste dotés différemment. Et nous, on adore travailler avec l'arbre des transmissions dont nous a parlé Mathilde tout à l'heure, et qui a été aussi évoqué par Marianne, en fait, qui nous permet de réaliser que tous les enfants ont reçu un patrimoine génétique, que tous les enfants ont été portés par une mère, que tous les enfants reçoivent du nourrissage, de l'éducation, et que tous les enfants s'inscrivent dans une filiation. C'est juste que la composition est un petit peu différentes, en effet, mais que pour autant, ils sont tous bien dotés. Après, les témoignages qu'on a des mères qui vivent ces situations-là, c'est que leur amour pour leurs enfants ne sont pas différents en fonction de la façon dont ils ont été conçus. Juste, il y a ce besoin de les inscrire chacun dans leur histoire. Peut-être juste le point de vigilance, et on peut entendre ça, il y a peut-être ça dans la question que tu posais là. Le point de vigilance, c'est que quand un enfant est issu d'un don, il y a, et certains d'entre vous l'ont dit dans vos questions, il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu de la source génétique. Et quand on rencontre des difficultés avec son enfant, je crois que Mathilde, qui accompagne des familles, tout type de famille, pourra en témoigner, on rencontre régulièrement des difficultés. Hein, c'est le lot de tous les parents. Le risque, ce serait d'attribuer la difficulté au fait que l'enfant soit issu d'un don, là où la difficulté peut être parfois liée à ça, et justement parce qu'on n'a pas intégré cette histoire, comme nous l'expliquait Marianne tout à l'heure, mais la difficulté n'est pas liée au fait que l'enfant ait une origine génétique différente. Elle est liée à la façon dont nous, on a intégré éventuellement cette histoire. Et donc, ça nous amène à accueillir la singularité de cette histoire et la singularité de cet enfant sans pointer du doigt l'origine. Mais ça suppose d'avoir aussi donné
à la donneuse une vraie place, une juste place, une vraie symbolique, une juste symbolique, et de la considérer comme une, je vais choquer peut-être certaines personnes, comme une sœur au sens humain du terme, c'est-à-dire comme quelqu'un qui, en solidarité, a donné pour que cet enfant existe. Et c'est parce qu'on lui donne de la valeur qu'on va pouvoir donner de la valeur à cet enfant et ne pas pointer du doigt les difficultés qu'on pourrait rencontrer éventuellement avec lui. J'espère avoir été claire. Oui, et je compléterais aussi que ça dépend, enfin, c'est important dans ce parcours de fratrie d'intégrer le fait qu'on n'aime pas ses enfants de manière égale. Alors, je vous sens bondir, mais c'est-à-dire que chaque enfant est un individu différent. Chaque enfant va tisser avec ses parents une histoire différente et on va avoir, nous, des projections et des manières d'apprécier chaque enfant de manière différente. Et donc, les parents qui ont plusieurs enfants savent bien qu'on aimerait leur dire on vous aime exactement de la même manière. Il y a un peu ce côté je t'aime autant, je vous aime tous autant. Alors oui, effectivement, on aime tous autant, on aime tous nos enfants autant, mais on les aime pas de la même manière parce qu'ils sont des êtres différents et qu'ils viennent toucher chez nous des choses différentes. Et donc, en termes d'intensité d'amour, oui, l'amour est le même, mais par contre, la relation est différente, la personne en face de nous est différente, et donc on aime aussi les enfants vraiment en fonction de qui ils sont et de leurs différentes et de leurs différences. Et donc, on les aimera pas pareil, on les aimera autant, mais pas pareil. C'est important aussi de l'avoir en tête, et c'est important de pouvoir aussi le nommer pour les enfants, de pouvoir leur dire pourquoi on les aime. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette relation particulière, qu'il y a ce lien particulier avec chacun d'eux dans leur individualité. Alors juste, je reviens sur les pourcentages, parce que moi j'étais 10 à 20% pour un essai. Là, quand tu donnes ces chiffres-là de 32, 33% et 70% dans les pays étrangers, c'est tout le parcours, on est d'accord? C'est le parcours complet, effectivement, avec éventuellement les TEC, enfin les transferts d'embryons congelés. Oui, tout à fait. Mais les chiffres que vous donnez sont ceux de la FIF classique, hein. Heureusement que c'est plus que 10%, sinon ça serait dramatique, hein, des résultats à 10%. Personne n'irait faire un don d'ovocytes. Déjà en raison du coût financier, en faisant 10%, pour que ça marche, ça serait 100%, il faut le faire 10 fois. Non, non, les techniques ont largement progressé. On obtient maintenant des taux 70%. Depuis maintenant 4 ou 5 ans, ils n'ont pas progressé. Ils restent bloqués à 70%. Pour un Mais c'est parcours. déjà énorme. C'est déjà énorme, et c'est pour un parcours complet. C'est important. Pour un parcours complet, Oui. mais c'est ce qui veut dire en général entre deux tentatives. C'est une première tentative frais, une deuxième avec des embryons congelés. Non, mais la question de Caroline, sait-on si des enfants issus du don qui ont toujours su qu'ils l'étaient ont considéré ce sujet comme un non-sujet, une non-question? Alors, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce que ce serait une non-question, idéalement pour vous, et pour qui, en fait, Caroline? On n'a pas de recul. Alors, effectivement, il y a une association qui s'appelle PM Anonyme, que vous connaissez peut-être, donc qui est constituée de personnes issues de dons de gamètes, mais majoritairement, ce sont des personnes issues de dons de sperme, et ils ont très peu de personnes issues de dons d'ovocytes, parce que c'est encore jeune et on a peu de recul sur des témoignages d'enfants. En revanche, dans ce qu'on a voulu vous exposer ce soir, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'importance d'intégrer la donneuse, comme on l'a dit, c'est un point à retenir, et surtout que ça va venir de vous aussi. Donc, c'est le lien que vous tissez avec votre enfant qui va faire que ce sujet va être un non-sujet, comme vous le souhaitez, ou pas. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Estelle et Mathilde, ou est-ce que vous êtes d'accord, bien sûr? En fait, je pense que c'est un non-sujet si ce n'est pas un sujet tabou, et s'il y a de l'espace dans la famille pour en parler. C'est-à-dire si l'enfant est suffisamment sécure dans son lien d'attachement à son parent, et sans que son parent est suffisamment tranquille avec cette histoire pour qu'on n'en parle pas tout le temps, mais que pour
que s'il a envie d'en parler, il puisse en parler. Et comme l'a expliqué Mathilde, ça va se présenter à différents âges, c'est-à-dire que c'est l'enfant de 3-4 ans qui va poser la question de façon insistante de comment on fait les bébés, qui va être un dingue de dinosaure parce qu'il se pose la question des origines et qui va vous tanner là-dessus. Mais ça peut être l'enfant un peu plus grand qui, un matin, en partant à l'école, va vous dire « Tu la connais, au fait, toi, la dame ?» Bon, bah, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette histoire et que vous voulez vraiment que ce soit une non-question dont on ne parle pas du tout, il va peut-être pas oser la poser pour pas vous ennuyer, mais peut-être qu'il va du coup avoir d'autres types de symptômes ou être agité sur d'autres points et ce serait vraiment dommage. Donc, réussir le tour de force, que ce soit un non-sujet, c'est permettre que ce soit un sujet parmi d'autres, en fait, à mon sens, et aussi dans mon expérience de mère adoptive, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est permettre que ce soit un sujet, permettre que les questions puissent émerger quand elles ont besoin d'émerger et quand l'enfant sent que c'est son moment d'en parler. C'est-à-dire que, comme tu l'as souligné tout très justement, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui revient sans arrêt dans la vie quotidienne, mais que l'enfant sente que s'il a besoin d'en parler, eh ben, c'est possible et qu'on lui répondra. Voilà. Et ça pourra revenir à l'adolescence, et ça pourra revenir, pourquoi pas, à l'âge adulte. Et il saura que l'espace est sécure pour en parler et qu'il ne vous blesse pas en parlant. Parce que c'est une modalité du faire famille parmi d'autres. Et c'est vrai que quand je parle des différentes étapes, c'est pas on en parle une fois pour toutes et puis ensuite on est tranquille. Ça va revenir de manière régulière tout au long de la vie de l'enfant avec différentes questions en fonction de son âge. Et ça fait écho à une question d'une maman qui dit comment expliquer, j'ai pas noté le prénom, je suis désolée, comment expliquer à un enfant de 6 ans qu'il a été conçu d'ovocytes. Alors, il n'est jamais trop tard, en fait, pour expliquer, parce que de toute façon, l'enfant a besoin de répétition. Donc, même si on ne lui a pas dit de façon très, très claire avant l'âge de 6 ans, bah, on va pouvoir le faire à l'âge de 6 ans. Alors, comment expliquer moi, je suis toujours un peu dubitative par rapport à l'effet révélation, parce que ça angoisse très fort le parent et ça angoisse très fort l'enfant. Et je trouve que c'est toujours intéressant de s'appuyer, en fait, sur des moments de la vie quotidienne, des événements qui jalonnent la vie quotidienne pour parler des choses. Alors, si votre enfant a 6 ans, ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'à 7 ans, normalement, il me semble que c'est en CE1, eh bien, on demande à l'enfant de faire son petit arbre, son mini arbre généalogique. Donc, ça peut être un moment pour commencer à raconter la famille, la formation de la famille avec l'enfant. Et puis, à cette occasion-là, pourquoi pas dans un travail de crèche, avec des petits personnages à hauteur d'enfant, avec les jouets de la chambre, on peut raconter papy, mamie, etc. Et puis commencer à introduire la présence de la donneuse. Voilà, c'est une piste. Alors, j'ai Manuela qui demande s'il y a des femmes pour qui cela a marché dès la première tentative. Donc, je peux vous dire que oui. On en connaît. Bien sûr, on en connaît. Oui. Et il y a aussi Valérie qui demande est-ce que une fille va autant, une fille avec don. Ah, vous m'entendez toujours? Oui. Oui. J'ai une fenêtre qui est C'est bon. Est-ce qu'une fille avec don a autant de chances de fonctionner à 42 ans qu'à 23 ans? Est-ce que l'âge n'a plus d'importance avec ce type de technique? Alors moi, je n'ai pas les pourcentages, mais je dirais que l'âge a une importance sur ce type de… Il y a une légère diminution du taux de résultat, effectivement, plus l'âge avance en matière de don d'ovocytes, évidemment, entre 23 et, j'allais dire, 49 ans, qui est l'âge maximum de la plupart des cliniques étrangères, hein, je ne parle pas de la France. On est plutôt autour de 80 à 23 ans et on est plutôt autour de 55-60 à 49 ans. Bon, parce qu'il y a un vieillissement de l'utérus, surtout, bien sûr, ce n'est pas au niveau de l'embryon, c'est au niveau de la nidification. Alors, je vois une question sur comment expliquer à l'enfant qu'il est issu d'un don et qu'il ne peut pas le dire aux grands-parents parce que ceux-ci ne l'accepteront pas. Alors, j'ai envie de répondre à cette question que c'est important que l'enfant sente que sa manière d'être conçu n'est pas tabou, ne serait pas considérée comme honteuse et de pouvoir faire un travail avec les grands-parents en amont pour que ceux-ci
puisse entendre que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est qu'il puisse en parler librement. Alors en effet, et après, d'une façon générale, se pose toujours la question pour les parents qui racontent très tôt à l'enfant, et c'est vrai que nous, on encourage souvent à raconter très tôt, parce qu'en fait, plus on raconte et plus on raconte de façon différente et adaptée à l'enfant, et plus c'est facile en fait d'ouvrir ce fameux espace dont je parlais tout à l'heure. Mais se pose souvent la question de savoir, ben alors mon enfant petit, etc., est-ce qu'il va commencer à raconter, alors effectivement aux grands-parents, mais à l'école, aux copains, etc. Et est-ce que j'ai envie qu'il raconte, et est-ce qu'il prend des risques à raconter, c'est-à-dire est-ce que ça pourrait lui revenir un peu en boomerang et qu'il pourrait avoir des réflexions désagréables, etc. Ça, c'est une vraie question, et il me semble que le point de réflexion, c'est la question de l'intimité. En fait, quand l'enfant est petit, on lui apprend l'intimité, on lui apprend que son corps est son corps, etc. Et on lui apprend aussi qu'il y a des choses qui le concernent. Donc, de la même manière qu'on ne raconte pas, je dirais, des scènes de l'intimité des parents, etc., etc., et de la même manière qu'il y a des choses qui se passent entre parents et enfants et qui ne se racontent pas forcément à l'extérieur, bah, de la même manière, on peut dire, bah, voilà, tu vois, ça, c'est ton histoire, c'est précieux, c'est ton trésor, on en parle entre nous, et puis voilà, faire sentir à l'enfant que bah, ce n'est pas quelque chose dont on parle de façon systématique avec les autres. Ça ne veut pas dire que plus tard, on ne peut pas raconter les différentes formes de famille, etc., et que l'enfant ne peut pas aussi, avec fierté, dire quelle est sa forme de conception et sa forme de famille, pourquoi pas. Mais en tout cas, le point de réflexion, ça pourrait être ça pourrait être l'intimité. Comment vous gérez l'intimité? Ça te parle, Mathilde? Alors, il y avait une question toujours sur le récit à l'enfant de Virginie qui dit « Y a-t-il des psychologues pour enfants qui accompagnent les parents dans l'annonce de sa conception ?» C'est possible. Pour moi, je suis toujours dubitative par rapport à la notion d'annonce, qui présuppose quelque chose d'un peu officiel, d'accord, le côté déjeuner du dimanche, où tout d'un coup, tout crispé, comme je disais tout à l'heure, on va raconter quelque chose. Il me semble que ça se raconte au fur et à mesure. Et dans la consultation, très souvent, je pose la question aux parents de savoir, mais pour vous, c'est quoi l'âge pour dire? Et alors, il y a certaines personnes qui me disent, quand l'enfant pourra comprendre. Quand pourra-t-il comprendre? Pour certains, c'est 15 ans, pour d'autres, c'est 7 ans. Et puis, souvent, les mamans, elles sentent que en fait, l'enfant, il comprend très vite, très tôt, et certains papas aussi, d'ailleurs. Et un certain nombre de femmes sentent bien que, en fait, l'annonce des modalités de conception, c'est déjà pendant la grossesse, en fait. Et les femmes disent qu'elles sentent qu'elles elles ont besoin de dire et de raconter. Ça me fait penser à une jeune femme récemment qui était enceinte de jumeaux et qui me disait « ça fait 7 mois que je porte mes bébés et même si mon compagnon n'était pas tout à fait d'accord pour que je le leur dise, moi je leur dis parce que ça fait 7 mois que je suis là pleinement pour eux, etc. Et je sais et je sens ce qui est bon pour eux. » C'est moi. D'accord. Et donc je crois que voilà, il y a pour beaucoup de femmes cette intuition que ça peut se faire très tôt. Et si vous ne l'avez pas fait très tôt, bah, vous allez le faire autrement. Alors, est-ce qu'on a besoin ensuite de quelqu'un pour le faire avec nous? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a peut-être moins besoin de quelqu'un pour être à nos côtés au moment d'annoncer que de quelqu'un pour nous aider, nous, à développer du matériel narratif pour raconter. Et c'est pour ça que nous, on travaille à hauteur d'enfant, avec des petits objets, avec des Playmobil, avec, enfin, voilà, avec des figurines, etc. etc. C'est parce qu'on vous fait élaborer ce récit à hauteur d'enfant, avec des objets d'enfant, et raconter encore, et raconter de plein de manières pour que vous puissiez le faire de façon fluide, simple, sans avoir répété juste parce que vous aurez les images en tête et vous aurez déjà raconté, et donc ça viendra tout seul au moment où l'enfant le sollicitera ou au moment où vous le sentirez. En tout cas, c'est la philosophie qu'on partage toutes les trois. Voilà. Mais il y a sûrement des psychologues, sinon, si vous avez vraiment besoin, qui doivent pouvoir vous accompagner, mais personnellement, je n'en connais pas qui font ça de cette manière. Il y a une question sur le fait d'anticiper soi-même les recherches dans le cas d'un don qui aurait été anonyme et donc du coup où la personne souhaiterait éventuellement anticiper les recherches au cas où l'enfant décide de faire cette démarche quand le temps sera venu pour lui. Je pense que c'est important de laisser l'enfant exprimer ce qu'il aura besoin au moment où il en aura la possibilité. Et à ce moment-là, encore une fois, d'être dans cette disponibilité et dans cet accompagnement de quoi
cet enfant aura besoin dans son parcours, et s'il a besoin de soutien pour rechercher les informations, de pouvoir lui donner ce soutien, mais peut-être pas d'anticiper ses désirs et ses besoins. Peut-être que cet enfant n'aura pas du tout besoin de connaître ses origines, et peut-être que ce sera un sujet pour lui. Ce qui est important, encore une fois, et on l'a dit plusieurs fois, c'est qu'il sente qu'il peut poser les questions et qu'il peut être accompagné sans que ce soit souffrant pour vous à ce moment-là, et que vous serez près de lui à ce moment-là pour cette étape particulière. Et puis, il y a une deuxième question sur la question de comment est-ce qu'on communique par rapport au fait d'avoir donné des embryons, parce que notre désir d'enfant, des désirs de maternité, de paternité est terminé, et qu'il y a encore des embryons, et que ces embryons, on a envie de les donner à d'autres couples pour qu'ils puissent avoir l'opportunité aussi d'avoir un enfant. Alors, je pense que c'est possible d'en parler. Par contre, attention à l'âge de l'enfant. Il faut vraiment que l'enfant soit en mesure d'entendre et d'accepter, encore une fois, cette information, de comprendre ce que ça veut dire, et d'être suffisamment en sécurité dans son développement et dans sa relation avec vous pour qu'il puisse l'entendre. Et donc, j'aurais envie de dire que pour le coup, ça, c'est une information que vous pouvez attendre pour lui donner, qu'il soit en mesure de l'intégrer et de la comprendre dans ce qu'elle représente pour lui et pour vous. Je ne sais pas si, Estelle, je vois que tu as envie peut-être Oui, d'ajouter oui, quelque je chose. suis complètement d'accord. C'est-à-dire, c'est au moment où il va réaliser qu'il y a un donneur, une donneuse qui a fait un don, qui a permis sa conception, mais qui a peut-être permis d'autres conceptions.